Il y a beaucoup de choses à dire concernant l'ouragan Irma. Julie Aymon est avec nous. On va parler des aspects scientifiques, Julie, de tout ça, parce que, bon, c'est votre domaine d'études. À part ça, vous êtes penché là-dessus, sur les risques aussi. Bon, parlez-nous, on a l'impression que ça tourne toujours dans le même sens. Le premier constat, là, vous avez raison de le dire. Mais donnez-nous une explication de base là, sur ces ouragans. Il y a des raisons derrière tout ça, ce qu'on appelle la force de Coriolis. Donc, vous savez, la Terre, bien sûr, tourne sur elle-même, tourne aussi autour du Soleil. Mais lorsqu'elle tourne sur elle-même, il y a cette force qui est activée, la force de Coriolis, qui fait que tout corps en mouvement est détourné de sa trajectoire. Et donc, au nord de l'équateur, dans l'hémisphère nord, ça se fait vers la droite. Et au sud de l'équateur, dans l'hémisphère sud, ça se fait vers la gauche. Et ça, c'est ce qui précise, qui explique les trajectoires de ces tempêtes tropicales, de ces ouragans. Qu'on voit ici. Exactement, sur l'image de la NASA. Rosé, Irma, Katia. Exactement, vous les avez dans le bon ordre. Ijika. Ijika, exactement. Le prochain, ce sera un L si on s'y rend. Pour l'instant, vous savez ce qui donne l'énergie à ces ouragans? On en parlait ensemble un petit peu plus tôt, c'est l'eau chaude. Ça, c'est une image aérienne prise par la NASA des eaux de surface. Bon, les eaux n'étaient pas bleues, vous comprendrez, ils les ont colorées pour identifier, faire une gradation des couleurs, donc pour illustrer la température de l'eau en surface. Ça prend 26 degrés, Marc-André, en surface pour qu'un ouragan s'intensifie et se forme. Là, ici, là, au sud de Cuba, on est dans les 30 degrés. Même chose pour le pourtour de Nassau, Bahamas. Également, les côtes de la Floride, entre autres, vers les Keys. Donc ça veut dire que quand l'ouragan Irma va arriver dans ces secteurs, elle a encore du potentiel de prendre de l'intensité à nouveau. Eau-là, exactement. Elle aspire, elle puise cette eau très, très chaude, l'utilise pour s'intensifier davantage. Et vous savez aussi, l'autre facteur important à prendre en considération, ce sont les vents. Pour qu'un ouragan se forme et s'intensifie, ça ne prend pas de ce qu'on appelle du wind shear, donc du cisaillement. Il ne faut pas que les vents aillent en direction ou en force opposée. Et quand on est au-dessus de l'eau, entre autres, il n'y a pas... le fetch est immense. Le fetch, c'est le potentiel de vent, de prendre la force et de la puissance. Et sur un plan d'eau, c'est parfait, comme sur le lac Saint-Jean aussi, quand il y a la traversée à la nage, on dit que les vents sont très, très forts en raison du fetch. Donc, grande étendue d'eau, il n'y a pas de friction pour le vent. Alors là, c'est le cas. On prend de l'intensité, on prend de l'énergie à travers ces eaux très, très chaudes et ensuite, on va déverser tout ce flot de précipitation. Une autre carte pour vous illustrer encore une fois les eaux très chaudes. Alors, ce qui va être à suivre, c'est la trajectoire précise de l'ouragan. Je vous parlais tout à l'heure de cette carte spaghetti. Alors, on utilise différents modèles, différentes trajectoires, donc optimisées par ordinateur pour prévoir la trajectoire finale de l'ouragan. Tout ça reste dans le domaine de la prévision, vous comprendrez. Alors, les experts du Centre océanique et atmosphérique américain envisagent différents modèles. Ici, vous en avez une vingtaine d'illustrés, toutes ces lignes de différentes couleurs. Alors ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que la tempête peut passer beaucoup plus à l'ouest et beaucoup plus à l'est aussi de la trajectoire qui est choisie par les experts. On parle toujours de l'œil, hein? On parle toujours de l'œil. La ligne, c'est l'œil. La ligne, exactement. Donc, s'il y a des bords de 100 ou 200-300 km, ça élargit, énorme. On déplace le problème. Complètement. Et là, c'est ce qui est arrivé. L'œil est passé directement sur Saint-Martin, sur Saint-Barthélemy, sur Barbuda, d'où les dégâts considérables pour ces secteurs. Un ouragan qui avait pris naissance au large du Cap-Vert, des côtes africaines, comme c'est souvent le cas ce temps-ci de l'année. Et là, la ligne bleue que vous avez, c'est le compte d'incertitude. Alors, dans tout ça, les trajectoires peuvent varier avec les cartes spaghetti dont je vous parlais à l'instant. Maintenant, au centre de l'œil, là où ça va frapper, les conséquences les plus importantes, Marc-André, surviennent toujours dans le même secteur d'un ouragan, pour l'hémisphère nord, l'hémisphère boréal, et c'est dans le quartier nord-est. Donc, si on coupe un ouragan en quatre, c'est le quartier nord-est qui est toujours le plus dévasté. C'est comme ça en raison des vents qui tournent donc dans le sens anti-horaire, parce qu'une tempête, un ouragan, c'est somme toute une grosse dépression. Et dans l'hémisphère nord, toujours à cause de la force de Coriolis dont je vous parlais tout à l'heure, ça tourne en sens anti-horaire. Et alors, ça se déplace toujours constamment, comme ça. Et on va constamment puiser l'humidité ici dans l'eau très chaude du bassin des Bahamas et venir la déverser. Donc la côte de la Floride sera assurément plus touchée par les précipitations. C'est ce que l'on voyait sur cette carte avec les vents et surtout sur celle-ci avec les précipitations. Regardez la côte est davantage touchée. Alors, ce sera à suivre pour tout ça. La saison des ouragans n'est pas terminée. Ça se termine le 30 novembre dans le bassin atlantique. En tout cas, on aura une meilleure préparation pour comprendre comment tout ça se déroule. Très bien. Merci beaucoup, Julie. Je vous en prie.